Eh bien, un grand merci à vous d'être là pour cette table ronde, cette conférence sur la fiscalité carbone et transition juste. Comment articuler les deux? Alors, je ne vous cache pas que on va faire un peu de pédagogie sur les mécanismes sans rentrer trop dans la technique. Ça va être un sacré défi pour essayer de bien comprendre. Vous avez un numéro de téléphone qui peut vous aider, qui va surtout m'aider à voir votre niveau de compréhension s'il y a des points qui vous semblent encore obscurs sur l'histoire ETS1, ETS2, le fonctionnement, quota, marché, taxe. Le numéro de téléphone et comme ça je rebondis et je creuse des sujets si besoin. Donc n'hésitez pas et en fonction du temps, je vous passerai le micro dans la salle. Nous avons Louise Plantin qui est avec nous pour nous accompagner en facilitation graphique pour cet atelier. Merci d'avance Louise voilà, pour ces belles synthèses de nos échanges. Et pour évoquer ce sujet, nous avons pour ce panel, pour ces enjeux, 3 experts absolument complémentaires. Donc on est ravis de vous accueillir. Andreas Hess, le chercheur senior en politique économique de l'Institut Jacques Delors. Donc je le rappelle, on avait Sylvie Matali ce matin sur la table ronde géopolitique, le centre de référence sur les politiques européennes et la transition énergétique. Étienne Charbier, responsable Europe du réseau Clair, association fondée en 1984 et qui fédère près de 300 structures engagées dans une transition énergétique juste. Et également Ecodigo, le président d'Ecodigo qui est avec nous, Étienne Jallet. Ecodigo qui accompagne depuis plus de 10 ans collectivités et citoyens dans l'optimisation de leurs achats d'énergie au niveau national. Et votre siège est à Dijon. Donc voilà, donc nous sommes sur vos terres. Alors, nous allons commencer cet échange par justement essayer d'y voir un peu plus clair, puisque l'ETS1, tout le monde en parle, ça fait l'actualité. On attendait des nouvelles du côté de Bruxelles, ce sera plutôt en juillet, on va y revenir. Le TS2 doit entrer en vigueur en 2028. On va essayer de mesurer l'impact de cette ETS2 sur les ménages, comment comprendre les mécanismes, comment ça fonctionne, la place aussi dans la politique climatique européenne. Mais avant de parler de l'ETS2, j'aimerais bien revenir sur le marché carbone européen aujourd'hui, ce qui est déjà en place à travers le TS1. Comment justement le TS2 va s'inscrire dans ce dossier-là en élargissant le spectre et le périmètre? Pour commencer, alors l'ETS est le principal outil européen de tarification de carbone et on dit de ETS1 qui couvre depuis 2005 l'industrie lourde et aussi les producteurs d'énergie. C'est Emission Trading System, hein, c'est ça? Donc il y a aussi une traduction aussi francophone, mais on va garder celle-ci. Oui, c'est le système d'échange de quotas voilà. d'émissions CO2. C'était étalé lentement pendant les dernières années aussi un peu sur le secteur maritime et aussi sur l'aviation. Aujourd'hui, c'est vraiment important en fait. C'est une des mesures les plus efficaces pour réduire les émissions de CO2 en Europe. C'est généralement salué par les économistes, mais la popularité chez les citoyens, mais aussi chez les industries aujourd'hui, dans le contexte de problèmes de compétitivité, c'est autre chose. Généralement, il y a plusieurs manières en fait pour essayer de réduire les émissions CO2. C'est la réglementation en fait. Par exemple, il y avait là cette discussion aussi récente sur l'interdiction de voitures thermiques en fait, qui était aussi un grand sujet. Et les autres options, c'est en fait donner un signal prix. Et ça peut venir via une taxe en fait, ou via une sorte de marché. Et ce marché de carbone, c'était ça qui était créé à niveau européen. Donc l'ETS, c'est bien un marché, contrairement à une taxe. Et l'intérêt aussi, c'est qu'au niveau européen, ça ne demande pas l'unanimité, c'est ça, par rapport à une taxe? C'était plus facile à mettre en œuvre? C'est ça. En fait, sur certains sujets au niveau européen, c'est compliqué d'avancer. Et c'est notamment le sujet de la taxation. Généralement, ça demande l'unanimité au niveau européen. Mais par rapport aux règles climatiques et par rapport aux règles qui peuvent faire fonctionner le marché unique, en fait, on peut passer, et on a passé en fait ce marché carbone via une majorité qualifiée. En fait, c'était une des raisons aussi. L'autre, c'était vraiment, je pense que quand même le signal prix peut être donné de la manière la plus efficace, en fait, via un marché, parce qu'en fait, on donne des quotas aux acteurs qui produisent du CO2, en fait, qui émettent du CO2. Mais après, l'efficacité consiste dans le fait que c'est peut-être plus facile pour certains acteurs de réduire leur décarboné que pour d'autres.
en fait, et ces acteurs, ils peuvent vendre en fait leur quota à quelqu'un d'autre et donc faire de l'argent en fait avec la transition. Et en fait, ça amène que où c'est le plus facile en fait de décarboner, où en fait on doit se décarboner. Donc ça a accéléré la décarbonation dans les industries qui étaient les plus faciles à décarboner. Donc elles s'en sortent à la fois pour rembourser quand même les investissements dans la décarbonation par cette vente de quotas carbone. C'est ça, exactement. Après, il y a aussi en fait de l'argent qui rentre en fait via l'ETS, et ça, cet argent va aussi aux États membres en fait, et aussi dans certains fonds européens. Et ça, c'est des mesures supplémentaires en fait qui peuvent soutenir la transition verte, mais aussi la décarbonation de l'industrie. Qui gère les quotas? Le marché, c'est l'Europe ou c'est chaque État qui a la main sur les quotas de son pays? En fait, finalement, c'est un marché européen. Après, c'est quand même au niveau administratif un système qui est partagé par tous les États membres. Maintenant, en fait, on a cet élargissement du cadre en fait de l'ETS vers ce qu'on appelle le ETS2, et en fait, on va élargir en fait ces systèmes au transport et au bâtiment. Et c'est des secteurs où on a beaucoup d'émissions CO2, mais là, on a des secteurs où plus directement les ménages en fait sont touchés, et c'est pour ça, c'est aujourd'hui un sujet politiquement compliqué. On va sûrement parler sur les différents effets en fait. Donc là, on peut avoir directement, oui c'est ça, un impact sur le portefeuille, sur les fins de mois des ménages, beaucoup plus avec le TS2 qu'avec le TS1. C'est ça. Donc c'est efficace pour la décarbonation, mais il faut en mesurer les risques aussi en termes de justice sociale. Exactement. Donc c'est très important d'accompagner en fait cette transition pour les citoyens, notamment pour les citoyens vulnérables. On a eu les gilets jaunes en France, mais aussi dans d'autres pays. On a cet enjeu en fait comment en fait on peut mettre en place cette marché aussi qui touche plus les ménages. Aujourd'hui, on a certains États membres qui ont déjà une taxe carbone ou un système similaire en place, en fait. Il y a 9 États membres, mais pour les autres, ils n'ont pas encore un système en place. Et notamment pour ce pays, ça va être un changement assez fondamental et donc un coût supplémentaire assez rude pour certains pays, notamment dans les pays de l'Est de l'Europe, où généralement les salaires sont plus bas, parce que c'est quand même un prix qui est pareil en toute l'Europe. Ah oui, donc là, il y a aussi cette idée de justice à l'échelle, de solidarité entre les pays européens et d'impact différents. L'impact estimé en France, avec la mise en place de l'ETS2, est-ce que vous le mesurez ? Oui, mais il y a plusieurs études qui étaient faites. Généralement, on pourrait dire, par exemple, si on regarde le prix à la pompe, ce serait comme une augmentation autour de 10 centimes en fait, Alors par avec litre. déjà ce qu'on a eu, ça viendrait s'ajouter, c'est ça ? Exactement, donc ça s'ajoute à d'autres coûts. On a aussi une taxation sur différentes choses. Donc évidemment, c'est un sujet qui s'ajoute, et avec les enjeux de l'inflation les dernières années, etc., quand même on a une question de pouvoir d'achat. C'est quand même un gros sujet. La grande question aujourd'hui est après, qu'est-ce qui va se passer? En fait, ETS2 était censé de rentrer en vigueur en 2027, mais récemment c'était poussé jusqu'en 2028, et ça reste un grand questionnement politique en fait, si finalement cette marché carbone ETS2 qui était déjà voté en fait dans le cadre du pacte vert européen va finalement va naître vraiment, parce qu'il y a certains États membres qui n'ont pas encore transposé en fait les mesures législatives nécessaires au niveau national, et il y a quand même beaucoup de pushback en fait de certains États membres qui voient qu'il y a un risque en lien avec une volatilité de prix et l'augmentation en fait de prix pour les citoyens. C'est un peu caché en fait par la discussion sur la révision de ETS1. Aujourd'hui, en ce moment, on a la révision ETS1 qui est en cours en fait, où aussi certains États membres poussent pour rendre moins contraignant en fait ces marchés, pour baisser en fait le prix CO2, mais c'est quelque chose qui est en cours maintenant, mais je pense que très rapidement après on va aussi se pencher sur ETS2 et la question, est-ce que ça va vraiment commencer en 2028? Est-ce que c'est juste une parenthèse pour faire face à un contexte, peut-être un pic de manque de compétitivité en Europe pour aider l'industrie, ou est-ce que ça va être durable? C'est ça la question. Est-ce que c'est juste un report, ou est-ce que ça va définitivement être annulé? Pour ETS1, il y avait quand même certains États membres qui avaient vraiment une opposition assez fondamentale, finalement, qu'ils voulaient vraiment toucher l'instrument en disant que, pour notre compétitivité, aujourd'hui, c'est plus important, en gros, que la décarbonation.
Là, finalement, si on regarde les positions, on a fait une sorte de mapping de différentes positions. Il y a quasiment plus d'États membres qui est vraiment fondamentalement contre ETS1. C'est aussi déjà un système qui est en place depuis assez longtemps et qui a fait ses preuves, qui a marché, en fait, qui était efficace en termes de réduction de CO2 dans ces secteurs qui étaient couverts. Donc là, on va discuter plutôt sur des aspects plus techniques, mais qui à la fin mènent généralement au fait que le prix carbone va être plus bas que qui était prévu, en fait. Et donc, on baisse les signal-prix, qui a un effet quand même négatif sur la décarbonation. Comme ETS2 n'est pas encore vraiment en place, même si c'était voté, ce serait peut-être plus facile, en fait, de complètement effacer cet instrument. Ok, on verra peut-être aussi le problème de la transparence, de l'information, de la pédagogie autour de la différence entre un quota et une taxe, aussi au niveau des ménages. Étienne Jallet, sur le terrain, qu'est-ce que la fiscalité sur l'énergie représente déjà aujourd'hui pour les ménages que vous accompagnez et pourquoi c'est un sujet sensible? Je ne vais pas poser la question, on le sait pourquoi c'est un sujet sensible, mais pourquoi il est d'autant plus sensible maintenant dans ce contexte? Oui, effectivement. Donc nous, notre spécialité, c'est vraiment le prix pour le consommateur final. Et donc à ce titre, on rencontre des particuliers régulièrement. Donc il y a une crainte de la part des consommateurs, mais elle n'est pas réellement chiffrée. Donc j'ai fait un rapide exercice avant d'arriver ici. J'ai pris un foyer moyen, 12 000 kWh de consommation en gaz. Alors ça dépend de chacun d'où on habite. Peu importe. Il paye aujourd'hui un foyer sur le prix repère de la Creux du mois de juillet. On sait tous que ça a fortement augmenté ces derniers mois. Ça a un peu fait le yo-yo avec ce qui s'est passé en Iran. Un foyer va payer 1 892 € par an, dont plus de 500 € liés à la fiscalité. Donc là, on est sur le gaz. Hein, on est sur le gaz, tout à fait, au sens large. C'est-à-dire qu'il y a de la TVA, il y a la TICGN, et derrière laquelle on va retrouver certainement ETS1. Et on a fait des simulations chez nous sur quel pourrait être le coût de cette fiscalité à l'horizon de 3 ans, quand on va ajouter les CPB, le nouveau coût de CO2 qui va rentrer sur tout ça. Et potentiellement, on pourra encore ajouter 150 € sur le coût de la facture d'un foyer. Alors, il y a plusieurs hypothèses. J'ai pris l'hypothèse basse ici. Mais donc, ça veut dire qu'on a des factures des foyers qui sont significativement aujourd'hui chargées par la fiscalité. Et ça va continuer, en plus de l'incertitude sur l'évolution des prix. Et je pense qu'aujourd'hui, ils n'ont aucune conscience de l'impact que ça peut avoir sur leur facture d'énergie, tout ça. Donc, j'entends effectivement l'intérêt de tous ces sujets pour viser la décarbonation. Mais clairement, on en reparlera par la suite. La question, c'est maintenant comment est-ce que concrètement, on sensibilise les foyers pour qu'ils soient peut-être sensibilisés un peu en amont et pas une fois qu'ils recevront leur facture annuelle de clôture et qu'ils se rendent compte qu'il y a un nouveau coût ou que les coûts ont augmenté. Donc clairement, aujourd'hui, il y a un enjeu aussi d'anticipation. Alors, c'est pas évident parce que toutes ces règles sont encore en cours de discussion. Donc, on n'a pas une visibilité à long terme. Mais en tout cas, il y a un enjeu terrain qui est très important. On se reparlera après de comment on peut sensibiliser les foyers. Donc ça, c'était sur le gaz. Est-ce que vous avez l'équivalent sur l'électricité ou est-ce que c'est moins impacté? Alors, j'ai pas refait le calcul sur l'électricité, mais on sait tous qu'il y a l'Axis sur l'électricité qui pèse aujourd'hui. Qui protège ou pas, justement, alors? Qui protège? Non, mais est-ce que, du coup, ça, c'est par rapport à la fiscalité carbone, faire le choix de l'électricité par rapport au gaz, est-ce que ça protège plus la facture des ménages? Alors, malheureusement, non. Je pense qu'aujourd'hui, si on veut encourager une décarbonation, le premier geste, c'est certainement d'orienter les usages du gaz vers l'électricité. Il y a quand même aujourd'hui une problématique pour moi, c'est que la fiscalité est chargée aussi en électricité. Donc la première démarche que j'aurais envie de prendre, c'est de soulager la fiscalité sur l'électricité pour encourager... La bascule. Tout à fait, effectivement. Le recours à l'électricité plutôt que le gaz. Donc là, on a quand même une difficulté par rapport à ça, où parfois la facture d'énergie est un impôt indirect. Et donc très clairement, il faut un peu plus de cohérence, selon moi, sur le sujet pour encourager un changement des usages à ce niveau-là. Très bien, merci beaucoup. Étienne Charby, de votre côté, quels sont les ménages qui sont les plus exposés par ces évolutions sur la fiscalité? Merci, bonjour à toutes et à tous. Déjà, je commencerai par quelques chiffres clés pour bien poser le contexte. Déjà, il y a 12 millions de personnes qui sont en précarité énergétique en France, 15 millions de personnes en précarité mobilité. On a aussi 13% de passoires énergétiques parmi les résidences principales. Et là-dessus, il y a la moitié qui sont chauffées au gaz et au fioul. Et on a un petit peu parlé aussi déjà, mais 59% de la fiscalité énergétique est portée par les ménages. Après, il y a les industries, etc. Mais 59% déjà de ce qui existe en termes de fiscalité énergétique, c'est porté par les ménages. Donc à partir de ça, nous, j'expliquerai après qui, mais on a essayé de réfléchir comment on fait pour ne pas parler en fait immédiatement de TS2. C'est difficile en fait à vendre
Déjà, un marché carbone, il faut l'expliquer, vendre une sorte de taxe. Donc, on est plutôt parti des besoins concrets des ménages, c'est-à-dire comment on se loge confortablement, comment on se déplace facilement, comment on n'arbitre pas entre les différentes dépenses. On a parlé des factures d'énergie, entre les différentes dépenses de la vie courante, se nourrir, se soigner. Et c'était vraiment la clé d'entrée de notre réflexion. Et donc, comment on fait pour répondre aux besoins concrets des ménages vulnérables. Et par ménages vulnérables, du coup, on entend des ménages très modestes à intermédiaires. Donc, on prend bien en compte les classes moyennes, qui sont souvent oubliées, et aussi très contraintes financièrement et dépendantes aux énergies fossiles. Ça, c'est un peu notre définition, qu'on peut d'ailleurs un peu retrouver au niveau européen. Et à partir de ça, on va poser 3 grands principes directeurs. Et le premier, c'est de ne pas appliquer cette fiscalité énergétique carbone aux ménages vulnérables à court terme. C'est une proposition un peu forte. Donc les identifier et les protéger de cette augmentation. Exactement. Et donc, on parlait de signal prix. Ne pas appliquer ce signal prix sur les factures énergétiques de ces ménages vulnérables. Le deuxième principe, c'est bien sûr d'améliorer les conditions d'accès aux alternatives. Donc, soit dans le logement, ça va être la rénovation performante, ça va être dans la mobilité, les alternatives à la voiture thermique individuelle. Et enfin, parce qu'il faut bien en parler, il faut faire financer l'effort par celles et ceux qui le peuvent et qui ont les moyens matériels, notamment. Alors, on peut penser aux ménages les plus aisés, on peut aussi penser aux industries polluantes. Qui participent le plus aux émissions de CO2. Voilà. Et donc, voilà, on en a déjà quand même un peu parlé, mais je réinsiste. Surtout en France, il y a quand même un spectre notamment des gilets jaunes qui planent. C'est pour ça aussi que les débats, c'est un sujet difficile. Au niveau européen, je trouve que ça n'a pas du tout été suffisamment anticipé. Et on voit en fait qu'ils ont le même problème actuellement. Et c'est pourquoi on a vraiment réfléchi autour de cet angle, au moins pour amener le sujet, parce que c'est pas possible de ne pas amener le sujet dans le débat. Et donc, il faut faire preuve de transparence et de pédagogie. Mais je reviendrai après sur la proposition. Et c'est fou parce qu'on parle du spectre des gilets jaunes qui tétanisent les décisions politiques, c'est ce que vous m'aviez dit, comme si c'était Alors, c'est une menace, mais c'est surtout que j'entends souvent ça comme une peur face à un mouvement, alors qu'au contraire, il faudrait peut-être le prendre dans l'autre sens. C'est comment on aide ces personnes-là. Enfin, je veux dire, il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'épée de Damoclès. C'est un peu bizarre, je trouve. Oui, c'est vraiment une histoire de tétanie. Alors, le contexte politique n'aide pas. On a quand même un gouvernement, on va dire, pour être dans l'euphémisme, empêché. Et donc, il n'y a pas d'impulsion politique. Mais c'est sûr que des mécanismes de marché carbone peuvent être utiles. C'est juste parce qu'ils peuvent être réellement utiles pour la décarbonation, mais il faut les amener avec les bonnes conditions. Et c'est tout ce sur quoi on a travaillé et que je vais présenter un peu après. Merci beaucoup. Il y a une question. Est-ce que la mise en place d'une taxe carbone aux frontières, effectivement, de l'UE a-t-elle permis de lever l'hostilité à l'ETS 1 ? Oui, je peux répondre. En fait, en 2023, dans le cadre du Pacte vert européen, il y avait tout un ensemble de politiques qui étaient mis en place et ça faisait en fait un renforcement en fait de ETS 1. C'était cette idée de décider sur ETS 2, mais c'était aussi ce qu'on appelle le CBAM, donc le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Et ce mécanisme est censé en fait accompagner le renforcement de ETS 1 qui était prévu en fait en 2023. Et ça consiste à dire que si on va augmenter en fait le prix CO2 au niveau européen pour les entreprises en Europe, ça va amener à une situation que finalement on va simplement emporter ce type de produits qui sont intensifs en termes d'émissions CO2. Et pour contrer ça, on a mis en place un mécanisme qui s'appelle CBAM, donc c'est un mécanisme où en fait on dit si on va emporter en fait de produits de l'étranger, les importateurs doivent dire ok, c'est quoi le contenu CO2 d'une certaine manière. Donc c'était quoi les émissions CO2 qui sont liées avec ces produits. Et on doit aussi acheter en fait une sorte de quota pour en fait payer pour avoir un équivalent en fait du prix au niveau européen.
en fait. Donc ça, c'est pour préserver la compétitivité de l'industrie C'est exactement, européenne. c'est pour dire si quelqu'un va importer un produit, il va De finalement, l'acier, par exemple. Exactement. Ouais. Et donc on a regardé donc c'est sur certains secteurs, notamment sur des secteurs qui sont très intensifs en émissions CO2 et où il y a notamment des risques de délocalisation, en fait, aller dans d'autres pays. Et c'est par exemple le ciment, c'est l'acier, l'engrais, mais d'autres secteurs aussi. Donc ça, c'était pour éviter une fuite en dehors des frontières, aussi une délocalisation. C'est ça, ce qu'on appelle le fuite carbone d'une certaine manière. Ce système a commencé cette année à fonctionner, mais c'est en 2027 que pour la première fois, on doit payer en fait pour 2026 en fait. Mais il y a quand même beaucoup de discussions en fait à quel point ce système est capable en fait de vraiment détecter toutes les émissions CO2 qui sont dans un produit et à quel point en fait ça justifie en fait tel ou tel prix. L'idée est quand même là qu'on va simplement augmenter en fait les coûts pour les industries en Europe si ce système marche. Et donc c'était prévu comme quelque chose de graduel. Après, voilà, c'est à voir à quel point c'est aussi efficace. Qu'on a mis ETS 1 en place aussi, on a vu au début qu'on n'était pas si fort pour évaluer c'est quoi exactement les émissions CO2 liées à tel ou tel produit, à tel ou tel secteur en fait. Donc ça va aussi prendre un petit peu de temps pour se stabiliser en fait d'une certaine manière. Et ces taxes-là viennent alimenter des fonds européens qui peuvent après être fléchés vers les plus vulnérables, c'est possible ça ? C'est ce qui est prévu ? Ça va aller dans le budget européen, donc ça peut aussi aller dans cette direction en fait aussi. Oui. Après la question est combien d'argent ce serait par rapport au ETS, c'est des chiffres plus faibles généralement. Juste un mot sur la redistribution. Il y a quand même eu des révisions qui disent que les fonds de l'ETS1, l'ETS2 aussi, doivent aller sur le financement de politique énergie-climat. Alors après, qu'est-ce qu'on met dans politique énergie-climat, c'est la question, mais c'est quand même 100% normalement des fonds doivent y aller. C'est quoi ? C'est une banque ? Non, c'est vraiment. C'est un fonds. Oui, enfin, alors il y a un fonds social pour le climat, mais ça retourne aux États membres et ils doivent flécher vers des politiques énergie-climat. Je ne sais pas exactement pour le MACF, mais voilà. Oui, à un moment, ce n'était pas 100%, maintenant c'est 100%. Ça doit être en fait dans des mesures énergie-climat. Après, la question est aussi, ça va sur quoi exactement ? Donc, par exemple, très peu d'États membres ont utilisé cet argent pour en fait financer la décarbonation dans l'industrie, qu'ils auraient aussi pu faire. Ils auraient pu soutenir plus fortement les entreprises aussi à le faire. Après, voilà, dans les TSA, il y a une grande partie qui va dans les poches des États membres qui ont certaines contraintes, mais pas beaucoup non plus. Et après, il y a une partie qui va dans des fonds européens, comme le fonds d'innovation, le fonds de modernisation. C'était aussi, on peut aller dans ce qu'on appelle REPowerEU, c'était la réponse à la crise énergétique en lien avec la guerre en Ukraine. Et ces instruments, ils financent quand même certaines actions de décarbonation. Avec ETS2, il y a aussi un mécanisme, un fonds européen qui est prévu. Là aussi, une grande partie va dans les poches des États membres, mais il y a ce fonds climat social qui est prévu, qui est censé en fait de protéger aussi les plus vulnérables. Après, ça fait qu'une partie assez petite en fait finalement de l'enveloppe globale en fait de l'argent qu'on peut recevoir. Mais c'est un peu l'idée. Et donc le fonds social climat, il donne un peu plus d'argent quand même aux États membres qui sont les plus touchés, donc c'est généralement le pays dans l'Est et dans le Sud de l'Europe, et donne des critères en fait. Pour ce type d'argent, en fait, les États membres doivent présenter des plans en fait, où ils doivent mettre en place des actions qui correspondent en fait aux règles qui vont sur ce fonds. Mais pour le dire vraiment, c'est vraiment assez petit par rapport à la taille de revenu global en fait. Des besoins. Étienne Jallet, comment flécher au mieux ? Alors, si on vous donnait le compte en banque, vers quoi vous orienterez les revenus de cette ETS2 ? Oui, alors s'il est mis en place. Oui. Il y a quand même deux termes importants qui sont utilisés ici pour le moment. Donc, on a parlé de décarbonation, on parle de précarité. Donc, c'est toujours un sujet pour moi qui est difficile parce que apporter des aides financières, on parle de chèque énergie, on peut parler d'un soulagement de la fiscalité. Pour moi, c'est un sujet qui est important pour aider les foyers qui sont en précarité, mais est-ce que ça va aider à décarboner ? J'en suis pas certain. Donc on a vraiment deux sujets quand même qui peuvent se confronter. Donc il faut quand même qu'il y ait une connaissance de quel est l'impact financier de ce sujet pour inviter à un changement des usages. Et je reparlerai éventuellement tout à l'heure de ce qu'on a porté sur le territoire de Plaine Commune dans le 93
qui est un des territoires avec le plus de précarité en France. Donc on a mis en place une action concrète avec le territoire là-bas. Donc moi je pense que la première chose, effectivement, plutôt que des aspects différenciés sur la facture, je l'ai déjà dit mais je le redis, c'est d'avoir plus de cohérence sur l'aspect fiscalité des deux énergies principales aujourd'hui en France, qui, pour le chauffage, qui sont l'électricité et le gaz, donc de baisser la fiscalité sur l'électricité pour encourager une bascule à ce niveau-là. Il y a également le fait, on a brièvement parlé, mais ces foyers en forte précarité sont généralement des passoires énergétiques. Donc plutôt que de soulager directement la facture, moi j'aurais tendance réellement à vouloir rénover le bâti. Et puis le troisième point, et c'est ce qu'on avait constaté à Plaine Commune, c'est comment aller chercher ces foyers qui sont le plus en précarité, qui en fait subissent aujourd'hui ces factures qui sont élevées, le fait qu'en été il fasse trop chaud et en hiver il fasse trop froid parce qu'ils n'arrivent pas à se chauffer correctement. Et donc moi j'aurais tendance à financer des actions de terrain. Les ALEC sont des bons acteurs de terrain. Si je reprends en 2 mots ce qui avait été fait à Plaine Commune, on avait fait un achat groupé d'énergie à destination des foyers et le dispositif avait vocation notamment à envoyer un courrier dans toutes les boîtes aux lettres de tous les foyers et à les convier à des réunions, à des temps de rencontre, à des échanges individuels aussi dans les locaux de l'ALEC. Donc très clairement en fait on les orientait vers le lieu où ils peuvent trouver de l'information pour ensuite pouvoir avoir des réponses pas simplement sur leur facture d'énergie, mais sur leurs problématiques du quotidien, ce qui existe, dont ils n'ont absolument pas connaissance aujourd'hui. Donc pour moi, il faut vraiment aller sur le terrain, chercher ces habitants qui sont peut-être moins à l'aise avec tous ces sujets, qui peuvent paraître complexes. Même moi qui connais ces sujets, spontanément, je n'ai pas toujours la même facilité de compréhension que mes collègues ici. Donc il faut pouvoir vulgariser tout ça et aller chercher avec des choses qui sont concrètes et pas simplement un chèque énergie. Je comprends. Il y a plein de questions autour. En fait, il faudrait revoir complètement la fiscalité, lutter contre l'évasion fiscale. Cette taxe ressemble un peu à une TVA cachée. Que pensez-vous de toutes ces... on va mettre aussi, oui, une taxe sur les 9 limites planétaires. Bon. Le côté TVA caché, est-ce que c'est... Ça vous... Juste, et puis je laisserai compléter, mais c'est une perception que nous on a sur le terrain. C'est, les habitants effectivement n'ont pas cette compréhension. C'est comme ça qu'ils le ressentent. Donc ils nous disent, je l'ai même utilisé dans mon premier propos, un impôt indirect. C'est qu'ils regardent leur répartition de la facture et 28% dans l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, aujourd'hui c'est de la fiscalité, que ce soit de la TVA ou d'autres choses. Et donc il n'y a pas la compréhension de à quoi sert cette perception et ce qu'elle va leur apporter en réalité. Ils voient ça comme un coût additionnel. Donc il y a vraiment besoin d'un aspect pédagogique à destination des foyers. On a parlé des ménages, là il y a une question, quel impact direct de l'ETS2 sur le budget des collectivités, de leurs projets? Par exemple, peut-il renforcer le business case de projets de chaleur renouvelable? Est-ce qu'il peut y avoir un impact pour les collectivités? Bon, ça faisait partie des questions d'après, mais du coup, on anticipe. J'y viens maintenant. Pour les collectivités, oui. Et nous, on a fait une proposition qu'on va présenter après, mais qui est centrée sur les ménages. Ça nous semblait important. Mais par contre, il faut bien avoir conscience que ce type de politique publique va aussi avoir des impacts sur les collectivités. Il faut l'anticiper. Donc, on a dit ETS2, c'est 2028. Et comment on fait pour que les collectivités se protègent? C'est un peu les mêmes principes que pour des ménages. Ça passe par protéger ses budgets de l'impact du signal prix en baissant sa consommation énergétique, par exemple des bâtiments publics, c'est-à-dire par exemple la rénovation performante. Ça va être les alternatives, encore une fois, enfin l'électrification des flottes de véhicules, ça c'est indéniable aussi. Et donc on peut vraiment dire, pour utiliser un peu les termes en vogue, qu'on va dire une souveraineté énergétique à l'échelle locale, c'est ce qui peut permettre de se protéger de ces augmentations de factures à venir. Et par là, la démarche, par exemple, TEPOS, Territoire Énergie Positive, on en a un petit peu parlé juste avant, peut permettre de réaliser cette protection par rapport aux hausses de factures. Il y a un territoire, c'est la communauté de communes de Pouilly-en-Auxois, Ligny-sous-Rouge, qui est dans cette démarche TEPOS. Et c'est réellement là-dessus qu'il faut aller. Et voilà. Et après, on reviendra aussi un peu sur les collectivités locales, je crois. Il y a aussi, alors une question, je la prends maintenant, mais est-ce qu'il y a un impact pour les incinérateurs, nous demande-t-on? J'y avais pas pensé, mais... Je pense que je vais laisser mon collègue de l'Institut Jacques Delors, mais ça, c'est plutôt sous l'égide de l'ETS1, les incinérateurs, et c'est en discussion à partir de juillet. Si ça produit de l'énergie, du coup, en tant que producteur d'énergie? Ça va être, je crois, c'est en discussion. Je ne peux pas vous donner une question finale, mais à ma connaissance, c'est quelque chose qui va venir, en fait. Donc, c'était quelque chose, en Allemagne, par exemple, on a déjà un prix carbone. Ils voulaient aller à une taxe carbone et ils sont allés vers un système un peu de marché. Et c'est aussi graduellement
inclut ces types de fournisseurs d'énergie en fait. Sur ETS 2, je pense que ce sera un peu le même démarche, mais là je ne peux pas vous donner une question finale. Mais effectivement, c'est peut-être dans les tuyaux. Alors justement, votre projet de loi d'accès à l'énergie, Étienne Charby, avance une logique à plusieurs étages. Alors on a un slide, je n'ai pas vérifié avec la régie s'ils avaient bien le slide, qui s'appelle proposition projet de loi 3 parties indissociables. Ah mais oui, il est là, formidable. Il est arrivé. Donc, est-ce que vous pouvez nous décrire ce projet de loi? Qu'en attendez-vous précisément? Quels sont les grands principes, en tout cas? Oui, tout à l'heure, je présentais un peu la vision d'ensemble, et c'est ce qu'on essaye réellement de pousser avec ces principes directeurs que j'ai dit, notamment le fait de ne pas appliquer le signal prix sur les factures d'énergie des ménages vulnérables. Et comment on décline cette vision d'ensemble? Donc nous, on a promu, là, depuis le début de l'année, un projet de loi qui à 3 parties vraiment indissociables. Et c'est ce qui manque actuellement dans le débat public. On va parler de taxation des surprofits des énergéticiens, etc. Ce qui est bien, mais on va jamais vraiment avoir la vision d'ensemble nécessaire pour réellement donner accès à l'énergie aux ménages vulnérables. Donc, d'abord, on part des besoins de financement. Ensuite, on va sur les outils pour démocratiser les solutions et aussi compenser les hausses des factures pour les ménages vulnérables. Et enfin, on va parler des moyens pour financer les mesures. C'est très important dans des contextes actuels de crise budgétaire. Donc, pour les besoins de financement, j'ai mis quelques chiffres, mais ça sort, c'est des chiffres de l'État, la SPAFT, Stratégie pluriannuelle des financements de la transition écologique, 19 milliards d'euros par an d'ici 2030 sur la rénovation des bâtiments résidentiels, 11 milliards d'euros par an pour les véhicules particuliers bas carbone. Bon, il n'y avait pas forcément les autres chiffres sur, par exemple, les transports publics, mais c'est pas grave. Et surtout aussi, on estime, enfin c'est pas nous, mais 2,1 milliards d'euros par an pour compenser le surcoût de l'ETS2 pour les 5 premiers déciles de revenus. Comme j'ai dit, c'est quand même important de parler des ménages aussi de la classe moyenne. Donc ça, c'est les besoins de financement. Ensuite, les outils, 2 mesures principales pour démocratiser les solutions durables et compenser les hausses de factures. D'abord, on déploie la feuille de route sociale pour le climat. On parlait du Fonds social pour le climat. En fait, c'est la déclinaison en France. Et ça, c'est quand même 1,2 milliard d'euros par an d'ici 2032. Pour l'instant, on fait une croix dessus. Parce que pour y avoir accès, il faut transposer le TSE. Il faut transposer, ce qui n'est pas le cas. Sauf que la France ne veut pas politiquement. C'est contraire d'ailleurs aux règles européennes de ne pas transposer, mais voilà. Donc, on a des pénalités d'ailleurs si on ne le fait pas? Pour l'instant, la Commission européenne n'a pas lancé de procédure d'infraction parce que, comme j'ai dit, c'est compliqué au niveau européen ce sujet aussi, mais ça viendra. Si le TSE va au bout. Donc en fait, on n'a pas le choix. Donc dans cette feuille de route sociale pour le climat, on peut déployer des mesures sur la rénovation performante. Ma prime rénov, rénovation d'ampleur, par exemple, c'est vraiment pour accompagner les plus grosses rénovations, celles qui permettent réellement de sortir de la précarité énergétique. On peut aussi déployer des alternatives à la voiture individuelle, comme j'ai dit, thermique, le leasing social, les transports publics, etc. Et important, on veut aussi soutenir les ménages face aux hausses des factures. On est d'accord que ce n'est pas idéal, sauf qu'en fait, c'est indispensable. Donc, on propose la création d'un soutien temporaire pour l'accès à l'énergie pour les ménages vulnérables, pour les aider à payer leurs factures. Pour une transition, quoi, hein, c'est ça le temps Oui, c'est à court terme, c'est vraiment compensatoire, je dirais presque palliatif, mais c'est un peu dans la logique du chèque énergie. Mais en fait, il n'y a pas le choix, sinon ce type de politique ne réussiront pas. Donc, et on peut même appliquer, donc ça c'est plutôt une mesure réseau clair, mais un principe de 1 euro, on va investir 1 euro et en face il faut investir 1 euro dans le soutien. Et j'ai juste oublié de dire que cette proposition on la porte avec 3 autres organisations, Secours catholique Caritas France, TNI France, donc Transport et Environnement, et le Réseau Action Climat. Et je finis sur juste les moyens pour financer les mesures, parce que c'est quand même le cœur aussi, c'est qu'on propose de créer un fonds de solidarité pour l'énergie, donc c'est un fonds extra-budgétaire, avec, je mentionnais, on pourrait créer de nouvelles ressources, typiquement la taxation des ménages les plus aisés, aussi la taxation des profits des activités polluantes, donc par exemple l'industrie des énergies fossiles, et l'utilisation des ressources des marchés carbone, ETS1, ETS2 à créer, quand même minimum 6 milliards d'euros par an, mais qui permet de financer toutes ces mesures. Voilà. Et ça, vous m'avez dit qu'il y avait quand même peu de chances que ça voie le jour, c'est ça ?
Alors on a bien Malgré travaillé, tout l'enthousiasme que l'on pourrait avoir sur ces propositions. on a bien travaillé ces derniers mois, mais je confirme que là, avec l'approche des élections nationales en 2027, un gouvernement faible politiquement, c'est trop compliqué de faire passer ce type de mesures, surtout des mesures un peu systémiques, des visions d'ensemble qui sont pourtant indispensables pour en fait, arrêter d'être tout le temps percuté par les différentes crises énergétiques. Donc oui, ça va être très compliqué, voire trop compliqué, on s'en est aperçu. Mais pour autant, on a quand même posé les bases de cette vision d'ensemble, sensibiliser, ça peut avoir des effets à moyen terme. Et en tout cas, c'est vraiment une mauvaise idée d'enjamber la présidentielle comme on peut le voir. C'est-à-dire, on ne parle pas du sujet, comme ça depuis 2 ans. Et en fait, parce que le sujet, comme j'ai dit, la France, elle n'a pas le choix que de transposer. Donc il va bien falloir en parler au bout d'un moment. Et si on n'en parle pas maintenant, et ben, après les élections nationales, peu importe qui arrive au pouvoir, il va falloir en parler et personne n'aura été prévenu, les ménages, il n'y aura pas eu de pédagogie de fait. Et c'est pour ça qu'il faut aborder ces sujets avec les bonnes conditions. Oui, c'est pas facile, mais et c'est ce qu'on essaie de faire, mais les résultats... Pour un décideur politique, qu'est-ce qu'il freine en priorité? C'est quoi son premier blocage par rapport à une proposition de loi comme celle-ci? C'est la récupération politique de certains partis politiques qui peuvent être très dommageables en termes électoraux. Encore une fois, si ce n'est pas amené de la bonne manière et aux bonnes conditions, parce que c'est assez facile de dire taxes cachées, augmentation des factures sur votre dos, etc., etc. Sauf qu'il fallait bien réfléchir au sujet, et notamment par rapport à cette signal prix sur les factures des ménages vulnérables. Merci beaucoup pour ce partage. Andreas, on a déjà parlé de la façon dont d'autres pays européens ont redistribué leurs revenus carbone. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples ou des leçons à retenir d'expériences d'autres pays européens qui pourraient nous inspirer en attendant? Oui. En fait, en préparant un peu ce sujet, en fait, qu'est-ce qu'on va faire avec ces revenus et comment on peut accompagner les citoyens, on a regardé différents pays européens qui ont déjà un prix carbone en place et en fait qui aussi ont déjà eu cette réflexion en fait il y a quelques années, deux fois. En fait, qu'est-ce qu'on fait avec ces revenus et comment on l'utilise en fait. Et nous, dans ce cas, on a regardé la France, l'Allemagne et l'Autriche. Qui sont assez intéressants parce qu'il y avait des modalités assez différentes qui étaient mises en place. Et on parlait de compensation, il y a ces questions d'investissement. L'Autriche, à l'époque, a choisi en fait, la route de faire une compensation 100%, presque plus. Donc si on regarde avec l'argent qui était dépensé, en fait, par rapport aux revenus, chaque année, il y avait plus d'argent qui était dépensé pour la compensation et c'était simplement un chèque, en gros, pour chaque citoyen. Tout le monde a reçu le même type d'argent. Après, il y avait une différenciation régionale, en fait. Donc, en fait, pour compenser sur le fait que si on habite dans une grande ville, on peut prendre du transport public, par exemple, on reçoit moins d'argent, mais si on habite dans des endroits ruraux, en fait, c'est très difficile de ne pas avoir une voiture privée et aussi en termes de chauffage. Et donc, on voulait compenser un peu, on peut rééquilibrer par rapport à ça. Ce qu'on a vu, en fait, en Autriche, ce qui s'est passé, finalement, on a encore une taxe carbone, mais on n'a plus de ce chèque parce que c'était très cher et il y avait des problèmes de conciliation budgétaire et donc on a décidé simplement de le couper. Mais à la place que cet argent va dans d'autres mesures vertes, en fait, ça a maintenant presque aussi financé de l'utilisation du fossile parce qu'on peut pour compenser les personnes qui vivent dans les endroits ruraux. En fait, on a augmenté, si on doit faire la navette avec la voiture, augmenté en fait une sorte de subvention pour ça. Et donc ça va complètement dans la mauvaise direction. Mais ce qu'on a vu, notamment par l'exemple autrichien, c'est très important à la fois de réfléchir sur c'est quoi le bon angle sur compensation et investissement, parce que si c'est sur compensation, on peut aussi se dire on ne peut pas le faire finalement, parce que ça n'incite pas à faire de changements. Il y avait des politiques d'investissement en même temps, mais ce n'était pas communiqué d'une certaine manière. On a commencé ça pendant la crise Covid et il y avait la guerre en Ukraine, et donc c'était très flou en fait d'une certaine manière, et la communication était pas très bien, et donc les citoyens n'ont pas trop compris à quoi ça sert cet argent, que simplement on ressort de l'argent supplémentaire. Et ça montre que c'est très important, de notre point de vue, de faire une fléchage et de faire une affectation très stricte des revenus qu'on peut avoir avec les ETS2, et que ça doit être très clair pour quel type de mesure on utilise ça. Et aussi très important, vous avez 50-50
5% comme approche. Je pense que je ne donnerai pas de chiffres exacts, mais c'est vraiment important en fait de faire l'investissement parce que si on ne fait que la compensation, voilà, ça ne change pas les comportements en fait. Et l'investissement est nécessaire notamment aussi pour les ménages les plus vulnérables parce que même s'il y a un signal prix, eux, ils ne sont souvent pas en capacité en fait de financer des mesures, par exemple l'insulation, ou de changer le système de chauffage ou à passer dans une voiture électrique. Donc c'est très important ces mesures d'accompagnement. On a vu que ce serait utile de faire du ciblage auprès des citoyens, mais si on regarde au niveau européen, des fois c'est très difficile. En France, il y a en comparaison pas mal de données, en fait, donc c'est plus facile pour bien cibler en fait les personnes touchées. En Autriche, il y avait vraiment cette perception qu'avec cette différenciation régionale, on touche pas du tout en fait bien, on cible pas vraiment bien en fait. Donc il y avait beaucoup de plaintes en fait par rapport aussi, même si l'idée, je pense que derrière était assez bien. Donc là, c'est vraiment beaucoup d'États membres doivent faire un travail en fait, être plus capable d'identifier en fait sont leurs citoyens les plus vulnérables et aussi être même capable de leur payer de l'argent. En Allemagne, il y avait une discussion sur comment même on peut en fait payer à autant de gens en fait de l'argent de compensation. Et ça a pris 5 ans chez eux pour trouver une manière de le faire. Et donc c'est très important parce que si les TS2 va commencer, on doit en fait déjà avoir fait ce travail en amont en fait pour capable de directement faire la compensation, mais aussi de répertorier les ménages les plus vulnérables qui doivent bénéficier de ces aides-là, c'est ça? Exactement. En France, c'est moins un sujet, mais c'est dans beaucoup de pays européens. Donc moi, nous dans un think tank européen, on voit que c'est vraiment un gros problème en fait, et donc c'est aussi une des raisons pour laquelle les États membres sont pas prêts en fait. Et l'autre, c'est aussi pas une vision dès le début. Comment on met en place un plan d'investissement en fait, pour en fait, accompagner les citoyens pour faire les changements. Parce que la meilleure solution, ça serait être capable de faire l'investissement le plus tôt possible. En pompe à chaleur, véhicule électrique par exemple, quand c'est indispensable. Exactement, mais aussi ça pourrait être transport public, aussi renforcement de tout ça, exactement, insulation de bâtiments. Et le plus tôt on fait ça, le moins de gens sont touchés en fait, de manière négative aussi. Donc on pourrait aussi régler ça d'une meilleure manière. Et c'est par rapport à ça que nous, à l'Institut, en fait, on a fait une proposition en fait, qu'on essaie de pousser au niveau européen aussi pour protéger d'une certaine manière ETS2, mais les rendre plus politiquement acceptables et aussi socialement acceptables, et aussi pour accélérer en fait la décarbonation. Et en fait, on va avoir, si ETS2 rentre en vigueur, on va avoir beaucoup de revenus en fait. Donc selon le prix carbone, c'est dans le 200 milliards d'euros plus, ça va peut-être même beaucoup plus, selon le prix, en fait, dans les prochains 10 ans, par exemple. Mais cet argent rentre en fur et à mesure. Et nous, on propose, en fait, qu'on fasse ce qu'on appelle du front-loading. En gros, d'une certaine manière, un endettement sur le futur revenu. On dit, on va avoir ces montants de l'argent, un certain montant de l'argent qui va rendre, et nous, on va les prêter sur le marché. Quand vous dites nous, c'est la Banque européenne? Il y a plusieurs manières de le faire. Nous, on propose de le faire via la Banque européenne d'investissement. Il fait déjà d'une manière plus limitée ce type d'action, mais il y a différentes manières de le faire. Ça, c'est notre proposition, c'était par rapport à ça, mais c'est aussi la Commission qui pourrait le faire. Et on pourrait utiliser cet argent, en fait, pour faire un boost en fait d'investissement parce qu'on a plus de capacité d'investissement au début et ça permet en fait de protéger aussi d'une certaine manière après les ménages par rapport. Mais alors du coup, si je comprends bien, les ménages ils payent pas, c'est les futurs revenus de l'ETS2 qui remboursent l'emprunt? C'est ça en fait. Ok. Bah c'est simplement. C'est bien, ça. Soit on fait ça au fur et à mesure et on peut financer des mesures après, mais le plus tôt en fait on fait la décarbonation, on fait la transition. Aussi le mieux en termes de réduction des émissions CO2 en fait, et si on peut assurer qu'il y a un certain montant qui va rendre, on peut assez facilement s'endetter sur ça parce qu'on a des revenus qui vont venir après. Mais pour assurer ça, nous on a aussi ajouté une sorte de proposition parce que comme c'est un marché, il y a une certaine volatilité sur les prix vers le haut et vers le bas. En fait. Et nous, on propose de mettre en place une sorte de prix plancher et un prix plafond. Donc, en plancher pour assurer qu'il y a au moins un certain niveau de signal prix, donc au moins ça donne quand même l'incitation de changer, et ça assure aussi un niveau minimal en fait des revenus.
sur laquelle on pourrait de manière très sûre s'endetter, mais aussi une sorte de plafond pour assurer qu'il n'y a pas une envolée des prix en fait, qui va toucher de manière très négative les citoyens. Encadrer quelque part, que ce soit Exactement. suffisant pour déclencher. Dans un cadre de marché, c'est un peu compliqué, mais il y a certains instruments, mécanismes qu'on pourrait mettre en place ou renforcer en fait, pour assurer qu'on reste dans une certaine cadre en fait, de prix, ou en même temps assurer qu'on pourrait en fait, avoir de l'argent aujourd'hui qu'on a besoin. Et les finances publiques, aujourd'hui, on galère quand même beaucoup dans beaucoup d'États membres, et ce serait quand même une très bonne option. Et en même temps, ce sera assuré en fait, que c'est de l'investissement dans la transition verte. Je vous livre à ce stade, avant d'aller plus loin, philosophiquement implacable, mais est-ce que ce n'est pas un nouveau décrochage de compétitivité de l'Europe et nier la réalité de la mondialisation de mettre ça en place au niveau européen? Ok, vous avez 2 heures. Non, mais c'est une vraie question. Est-ce que ça brûle pas les ailes de l'industrie européenne de faire ça? Je pense que on en a déjà un peu parlé tout à l'heure, c'est plutôt le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, ce type de mécanisme, l'ETS1 qui fait vraiment peser effectivement un prix carbone sur l'industrie en particulier, et ça va être les gros débats qu'il va y avoir parce que la proposition de la Commission européenne de révision de ce marché carbone est imminente. Et on voit déjà beaucoup de lobbies industriels s'activer très fortement. Mais le TS2, c'est un petit peu différent puisque c'est plutôt, on fait porter un coût carbone sur les fournisseurs d'énergie qui ensuite le répercute sur les ménages. Donc on ne parle pas vraiment de compétitivité, on parle juste d'un signal prix. Il y a plein de théories économiques qui disent que si on fait porter un signal prix, alors il y aura une baisse de consommation d'énergie fossile. Et le meilleur signal prix actuellement, c'est la crise du détroit d'Ormuz. Et on voit bien que ça a un effet. C'est pas bon pour les ménages vulnérables, etc. Mais c'est pas faux d'un point de vue économique. Et juste pour dire quand même que les fournisseurs d'énergie ne sont pas obligés de répercuter ce coût sur les factures d'énergie des ménages. Ils pourraient l'intégrer dans leur marge. Il y a des mécanismes comme ça au niveau européen, comme le roaming, c'est-à-dire sur les factures, sur les factures des téléphones mobiles. Vous savez, avant, quand vous allez en Belgique, par exemple, vous étiez taxé énormément pour utiliser votre connexion, et maintenant, il n'y a plus de coût parce que pour les consommateurs. Et donc, ça aurait été possible, mais ça n'a pas été mis en œuvre au niveau européen. De mon point de vue, évidemment, il y a une certaine trade-off entre compétitivité et la décarbonation, mais je pense qu'il faut faire la décarbonation et aussi il faut réfléchir comment on peut faire la décarbonation en créant des situations aussi c'est bien pour l'économie. Et en fait, si on a regardé les dernières années en termes de le développement d'une industrie verte européenne en fait, et aussi d'avoir un avantage comparatif en Europe qu'on aurait pu avoir. On a un peu perdu par rapport à la Chine, etc. Mais c'était aussi lié à des mesures qui étaient souvent pas très cohérentes, en fait. On a fait pas mal de mesures en termes de politique industrielle, en termes de soutien avec des subventions, la construction des usines, etc. Mais on a fait très peu sur la création de demandes, en fait. C'était vraiment au niveau national, de temps en temps, tel ou tel pays, en fait, donne du soutien pour les voitures électriques ou pour les pompes à chaleur, mais c'était très instable et c'était pas du tout coordonné. Et ce que nous, on pense que sera une bonne idée, c'est utiliser aussi cet argent qu'on pourrait mettre dans l'investissement et de l'utiliser de manière cohérente et coordonnée d'une certaine manière pour aussi soutenir des industries. Pour les pompes à chaleur, il y a beaucoup de producteurs aussi européens, mais en fait, il y avait vraiment une chute des demandes ou une augmentation de demandes très rapide, mais c'était très difficile pour eux aussi de planifier en fait leurs capacités. Mais si on donne un peu plus de stabilité, on coordonne plus aussi les dépenses qui sont faites par les différents États membres en termes d'investissement dans ce secteur, ça pourrait aussi renforcer la compétitivité de ces secteurs aussi globalement en fait. Donc il ne faut pas non plus penser que c'est que comme contradiction en fait. Merci. Étienne Jallet, peut-être 2 pistes très concrètes pour terminer pour les collectivités, pour aller chercher les plus vulnérables, avec peut-être l'exemple de Pleine Commune, ce que vous avez mis en place, et aussi l'exemple des achats groupés d'énergie. Oui, donc je vais faire les deux en un. Vous pouvez. Mais on revenait sur l'inaction un peu au niveau de l'État pendant quelques mois. Effectivement, les collectivités, si on a vraiment un focus juste sur l'aspect précarité énergétique, ont la possibilité à leur échelle d'apporter une solution aux habitants. Je vais prendre l'exemple de Pleine Commune, c'est vraiment le dispositif le plus complet qu'on avait porté à ce niveau-là. Donc c'est ce qu'on appelle l'achat groupé d'énergie. Donc l'achat groupé, c'est assez simple. On rassemble des foyers, on va voir les fournisseurs, on leur dit on n'est pas tout seul, faites-nous le meilleur prix possible.
Mais l'enjeu là derrière, pour moi, la première chose, c'est par rapport à tout ce qu'on a dit, c'est que c'est un service qui bénéficie à tout le monde, donc pas uniquement les foyers en plus forte précarité. Tout le monde peut en bénéficier, y avoir des réductions sur ses factures d'énergie, et les fournisseurs historiques répondent à ce type d'appel d'offres. Donc on n'a pas de problématique d'aller chercher, de faire perdre des parts de marché nécessairement aux fournisseurs historiques. Donc il y a quand même un enjeu là derrière. On peut optimiser le prix. C'est pas simplement de l'optimisation du prix, parce que on parle de TS1, ETS2, on a parlé de Détroit d'Ormuz. Aujourd'hui, il y a une vraie problématique sur les foyers, c'est qu'ils ne comprennent pas leur facture d'énergie. C'est pas simplement une question de fiscalité. Ils ne savent pas s'ils ont un prix qui varie tous les mois, qui est fixe. C'est des choses qui sont assez complexes. Et donc nous, on a un rôle de conseil auprès de ces foyers. Et donc typiquement, si je reprends l'exemple de Pleine Commune, mais c'est l'ensemble de nos dispositifs, on encourage les foyers à prendre des prix fixes pendant 2 ou 3 ans aujourd'hui. Je pense que c'est plus serein pour eux de fixer leur prix. Alors évidemment, si la fiscalité évolue, ce sera répercuté, mais au moins de fixer la part du prix de la fourniture d'énergie. D'avoir une mensualité, une mensualisation pour... Qui a consommation constante, il n'y aura pas de mauvaise surprise à la fin. Ça, pour moi, c'est essentiel. Donc, un dispositif qui bénéficie à tout le monde, qui apporte de la sécurité, qui intègre de l'énergie renouvelable. Ça ne coûte pas plus cher de consommer de l'énergie renouvelable. Donc, on l'intègre dans le dispositif. On a un rôle pédagogique pour expliquer qu'est-ce que c'est de l'énergie renouvelable réellement. Et à Pleine Commune, on est allé un peu plus loin. C'est qu'on a porté 2 sujets en lien avec la précarité énergétique. Le premier, c'est de demander aux fournisseurs d'abonder au FSL, Fonds Solidarité Logement ou Fonds Solidarité Énergie, car on sait qu'il n'y a que les fournisseurs historiques qui aujourd'hui abondent à ce fonds et qui apportent une certaine protection aux foyers qui ont des difficultés à payer leurs factures d'énergie. Et donc typiquement, le fournisseur lauréat de ce dispositif est en train de passer une convention au niveau du département de la Seine-Saint-Denis pour adhérer au FSL et apporter cette protection supplémentaire. Donc c'est-à-dire qu'on peut faire bouger les choses aussi à l'échelle locale. Et autre élément en lien avec la précarité énergétique, c'est que tous les foyers qui ont participé à ce dispositif ont en fait contribué à un fonds qui va bénéficier aux foyers les plus précaires. Et ça, comment les foyers sont au courant? Parce qu'on sait bien que la plupart sont éligibles, mais ne font pas appel à ces aides. Comment vous allez les chercher? Alors c'est la communication, et c'est plus notre métier. Alors mon premier métier, c'est d'acheter l'énergie. C'était ma fonction avant. Et le deuxième, c'est d'être communicant. Et donc effectivement, on a des moyens pour aller chercher les foyers sur le territoire. J'ai parlé de courrier dans toutes les boîtes aux lettres. C'est pas simplement un email. Tout le monde n'est pas à l'aise avec Internet, notamment les populations plus âgées et en plus forte précarité. C'est des relais dans les maisons de quartier. Ce sont des relais dans les ALEC, parce qu'il y a les espaces info-énergie et qui ne sont pas assez connus de la part des foyers. Donc très clairement, on les invitait à venir rencontrer dans ces lieux, ce qui permet de créer du lien. Ce sont des réunions avec les élus dans les locaux des collectivités. Donc on faisait des soirées d'information collective où les habitants venaient chercher de l'information. Et à la fin, ils sont libres ou pas de porter le dispositif, de prendre part à celui-ci. Mais au moins, on sensibilise sur c'est quoi une facture d'énergie, comment est-ce qu'on peut réduire sa facture, et c'est quoi la chose d'après. Moi, je m'attaque au prix, c'est le pied dans la porte. En fait, tout le monde, il faut quand même se dire, c'est 14% des foyers sur une collectivité, quand on lance un achat groupé, qui participe au dispositif. Donc ça montre qu'il y a un intérêt. Achat groupé, à quelle échelle? À l'échelle régionale, nationale? Alors aujourd'hui, donc nous, on intervient sur tout le territoire, mais donc c'est généralement à l'échelle de la collectivité qui est la plus proche des habitants. Donc la mairie, c'est vraiment l'idéal. On le fait au niveau aussi des agglos, des EPCI. Et puis derrière, moi, je groupe les achats OP pour avoir du poids auprès des fournisseurs. Mais ça, c'est plus de la technique de négociation derrière. Mais c'est important d'être au plus proche d'eux pour aller les chercher. Ça, c'est essentiel parce que tout ça, ça leur paraît très loin. Et la pédagogie est l'aspect numéro 1. Et je pense que pour les sensibiliser à cette pédagogie, leur dire qu'on peut réduire leur facture d'énergie, et c'est le cas. Un achat OP, c'est quand même plus d'une mensualité économisée pour un foyer qui en bénéficie. C'est le bon pied dans la porte pour ensuite les emmener plus loin sur le sujet. Eh bien, merci beaucoup. On a le temps peut-être pour 1 ou 2 questions. En plus de celles qui me sont arrivées, j'ai essayé de les suivre. Mais là, je voudrais peut-être vous entendre. Est-ce que l'on a quelqu'un pour passer un micro dans la salle? Mathilde, Sophie, non. Bon, j'y vais alors, hein, j'arrive. Du coup, je vais marcher un petit peu. Je vous abandonne. Et après, Dominique Bourg, notre grand témoin, nous rejoindra sur scène pour nous faire un retour sur la journée. J'arrive. Vous étiez tout en haut en plus. Bonjour, je suis Laure Duboisset, vice-présidente à la communauté de communes de l'Est lyonnais. Et ma question, c'est pour Monsieur Jallet. Vous expliquez qu'il est intéressant de contractualiser sur le long terme. Alors, bien sûr, hein, on est tous d'accord avec ça.
pour notamment essayer de faire écueil aux augmentations de prix dues au dispositif dont on vient de parler. Sauf qu'en général, dans les CGV, il est toujours mentionné que les prix sont fixes, sauf augmentation, évolution comment on appelle ça, de la réglementation. Est-ce que vous proposez des prix fixes, réglementation incluse? Non, et j'y ai répondu dans mon propos, alors peut-être que je n'ai pas été assez clair, mais j'ai bien indiqué que c'était un prix fixe pour évidemment la part énergie qui dépend du fournisseur, mais que la fiscalité ne serait pas fixée, elle, mais que l'enjeu ici était plus d'éviter les consommateurs qui ont des prix qui varient tous les mois. Parce que si je reprends juste l'historique des 3 derniers mois, donc le prix repère de la Creux a augmenté de 15% au mois de mai, il a baissé de 5% au mois de juin, et puis il a réaugmenté de 7% au mois de juillet. Donc l'enjeu ici est bien de sécuriser le prix, mais les coûts indépendants des fournisseurs qui sont la fiscalité, donc une nouvelle fois je m'excuse si je n'ai pas été assez clair, évidemment ceux-ci sont amenés à évoluer, je ne peux pas fixer ce genre de choses, ou sinon le fournisseur mettrait des briques de risque qui seraient incohérentes et je perdrais en compétitivité. Donc moi je fixe vraiment ce qui dépend du fournisseur pour réduire l'exposition en fait, au marché de gros de l'énergie. Je pense qu'aujourd'hui c'est un bon moment pour fixer les prix sécurisés, donc on les fixe sur base des cours actuels. Merci. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Eh bien, écoutez, je vais vous laisser peut-être nous donner un message chacun important à retenir pour terminer cet échange. Une priorité de la priorité? Le passage de la loi? Bon, ça... Je pense qu'il y a un sujet aujourd'hui, c'est vraiment que on vit dans un monde avec beaucoup d'incertitudes en fait, et on est aussi sur ETS2, on est sur cette incertitude qui crée ce problème en fait d'anticipation, et aussi beaucoup d'acteurs attendent simplement. Et c'est évidemment aussi lié aux États notamment. Je pense que du point de vue des élus, des professionnels, un peu du niveau local, je pense que c'est vraiment, ce serait utile de vraiment pousser en fait les États de faire leur travail. C'est aussi quand même incroyable dans une situation où ETS2 est quand même voté, qu'il n'y a pas encore une transposition, même si à un moment on va revenir sur ça. Mais en fait, la France perd de l'argent parce qu'elle ne peut pas avoir accès au fonds social climat, par exemple. Et voilà, on pourrait déjà financer des actions avec ça parce que ce fonds commence en 2027, donc une année avant l'entrée en vigueur en fait en termes de prix carbone via ETS2. Et donc je pense que ce serait utile vraiment d'essayer de pousser les autorités nationales en fait être un peu plus sérieux sur ces questions. Et je pense que l'autre chose, je pense que au niveau local, au niveau des communes, on a quand même beaucoup de savoir sur le problème concret, en fait, sur c'est quoi en fait les acteurs vulnérables et précaires, et aussi porter en fait un peu ça dans une discussion. C'est quoi les mesures en fait exactement mettre en place en fait, parce que on a vu dans certains pays qu'il y avait quand même un décalage entre ce qu'on a cru au niveau national, c'est quoi la bonne solution, et aussi comment c'était ressenti au niveau local. On a vu en fait finalement, on a cru qu'il y avait beaucoup d'injustice. Et je pense que c'est vraiment un rôle proactif en fait pour les communes et les localités pour avancer sur ce dossier. Mais de manière complémentaire, bien sûr, déployer la loi, mais surtout aussi, puisqu'on est aux assises, les collectivités ont un rôle à jouer en déployant des dispositifs d'accompagnement. On en a un peu parlé, les espaces conseils France Rénov', les ménages ont réellement besoin d'accompagnement. On a aussi des dispositifs d'aller vers, aller chercher en fait les ménages précaires qui n'ont pas connaissance de toutes ces informations. Il y a des programmes comme le programme SLIM, le programme Territoire Zéro Exclusion Énergétique qui existent et qui peuvent être déployés par les collectivités, et ça c'est hyper important. Et aussi, je crois, donc Andrés a parlé du fait que les collectivités connaissent leur territoire, connaissent les dispositifs adaptés, ça c'est très important. Et je crois aussi quand même qu'il y a beaucoup d'idéologie, M. Bourg en parlait tout à l'heure, au niveau national. Et donc en fait, il y a vraiment un rôle aussi à jouer des élus locaux pour un peu amener de la raison à ce débat national, expliquer les réalités de terrain pour que quand même les débats très idéologiques qu'il peut y avoir sur pas mal de sujets, dont celui-là, influencent des positions nationales, dont sur le TS2 et au-delà, parce que ça manque quand même d'objectivité. Merci. Un dernier message? Oui, on en a déjà parlé effectivement, mais moi ce qui est important aujourd'hui, c'est le comment. Comment on invite à changer les usages des foyers, comment on les invite à consommer moins.
parce qu'effectivement, il y a tous ces sujets de comment tout ça va évoluer d'un point de vue fiscalité et les fonds qui vont en ressortir, mais surtout comment on implique les foyers dans tous ces dispositifs pour qu'il y ait un vrai changement et une décarbonation concrète derrière. Eh bien, merci beaucoup. Un grand bravo à tous les trois. Il y avait plein de questions un peu techniques, mais je vous laisse vous rapprocher directement des interlocuteurs experts pour aller un peu plus profondément dans les mécanismes complexes de ces marchés carbone et taxes carbone. Bravo à vous. Merci. Merci. Et nous terminons cette journée, enfin en tout cas avec l'œil de notre philosophe Dominique Bourg qui est avec nous depuis ce matin. Je vous demande d'accueillir voilà, chaleureusement aussi en cette fin de journée, cette fin d'après-midi. Eh bien, vous préférez quoi? Vous pouvez redescendre dans la salle si vous voulez. Vous préférez être assis ou le pupitre? Allez, alors asseyons-nous. Alors, grosse journée? Oui. Moi, j'ai envie de réagir à tout ce qu'on a entendu là, sur la fiscalité déjà, quitte après à revenir. En fait, on s'est mis dans une position extrêmement difficile. C'est-à-dire que là, bon, il y a 3 types de fiscalité. On abonde le budget public, hein, c'est une des fonctions. Une autre fonction, c'est de réduire les inégalités. Il semblerait bien qu'on l'ait oublié. Et puis, on a vu là la 3e fonction, c'est orienter le choix des opérateurs industriels ou le choix des consommateurs. Hein, ça, c'est ETS 1 et ETS 2. Et en fait, si les 3 ne marchent pas de concert, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que vous regardez les États-Unis, c'est même une espèce de, une caricature. C'est-à-dire que vous souvenez-vous du niveau de fiscalité au sortir de la guerre avec Roosevelt, ça s'est maintenu, vous avez une imposition sur la très haute fortune, hein, jusqu'à 91, même parfois 96%. Ça s'est maintenu jusqu'aux années 60. Et puis, à partir des années 70, on a détricoté tous ces dispositifs. Ensuite est venue la globalisation. Donc, il y a eu un dumping fiscal entre les différents États. Et puis, évidemment, tout ça a augmenté la production et la consommation. Et on se dit, il faudrait quand même avoir un correctif. Et on va recourir à une fiscalité de comportement. Mais cette fiscalité de comportement, on ne peut plus l'appliquer quand on a réduit, d'une part, les budgets publics, on a tout fait pour, et quand, d'autre part, on a laissé filer complètement les inégalités et on laisse une partie croissante de la population s'appauvrir. Et là, on est dans cette situation, on est dans cette espèce de cul-de-sac. Alors en plus, même quand il y a une proposition aussi intéressante que celle qui nous a été donnée, quand vous avez demandé à notre collègue pourquoi ça n'allait pas passer, il vous l'a dit très directement, il a dit ça va être attaqué politiquement par les adversaires d'une façon complètement malhonnête. On a vu avec les ZFE. En fait, au bout du compte, ça ne concernait que, je crois, Paris, peut-être Lyon et peut-être un peu Strasbourg. Et en fait, il y a eu toute une espèce de bronca pour les faire supprimer. Donc voilà, on est un petit peu dans ce cul-de-sac. Mais effectivement, soit on laisse crever les gens. On n'a pas encore des politiques qui le disent. Hein. Ouvertement. Alors, de l'autre côté de l'Atlantique, si ça commence, mais chez nous, non. Mais on sera bien obligé d'en arriver là. Donc, voilà, c'était juste pour souligner, si vous voulez, ce paradoxe. Mais ce qui est vraiment très grave, c'est quand vous laissez filer les inégalités dans un pays, eh bien, vous en détruisez l'idée d'intérêt général, l'idée qu'on peut parfois se sacrifier pour l'ensemble, pour les communs, hein, notamment les communs environnementaux. Et puis, au bout du compte, c'est totalement incompatible avec une démocratie. C'est-à-dire que vous allez laisser se développer dans la société des courants qui vont en fait faire l'inverse de ce qu'ils racontent aux gens, et puis ça marche quand même. Donc, pour prendre soin, si vous voulez, de la terre, pour prendre soin de la société, pour prendre soin d'autrui, ça exige qu'on ait un sens minimal de l'égalité et de la solidarité. Et si on ne l'a pas, ça ne marche pas. Donc il faudrait vraiment qu'on se mette bien ça dans la tête, parce que là, on voit les contradictions sont inassumables. Ensuite, avec ça est passée aussi une idée qui a desservi l'écologie dans les classes populaires. Là, on l'a aussi entendu tout à l'heure. L'écologie, c'est des taxes en plus.
Et puis, ou alors l'écologie, c'est pour les riches. C'est-à-dire avec les ZFE, c'était plutôt ça. C'est-à-dire, il faut que j'ai l'argent de me payer une bagnole électrique pour pouvoir continuer à aller au centre-ville. En fait, quand vous regardez les écrits il y avait un livre qui était très bien fait au début des années 90 avec 3 auteurs, c'était Dupont, Alphand, Derry et Bitoun, qui montraient qu'il y avait 2 écologies et il y avait notamment une écologie très technocratique. Eh bien, en fait, sans forcément le vouloir, on a quand même laissé peut-être trop aller cette idée et il faut lui chercher un correctif. Donc voilà, c'est juste quelques éléments de réflexion sur la fiscalité. Maintenant, juste pour terminer, je voudrais revenir, si vous voulez, sur l'ensemble de la journée. Le panorama de la journée. Voilà, sur l'ensemble de la journée. Et j'ai vraiment envie de vous dire, mais ne le prenez vraiment pas mal, il n'y a pas que le carbone dans la vie. Alors ça, c'est évidemment le carbone, c'est très important. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut jamais perdre de vue le côté systémique des enjeux écologiques. Et je vais revenir à une proposition qui avait été faite par le groupe 3 du GIEC en 2018, qui était une véritable catastrophe, et où là, vraiment, c'était le produit d'une pensée monomaniaque du carbone. Là, il y avait des économistes de l'époque qui changent pour nous proposer un truc pareil, mais leur idée à l'époque, c'était de produire la quasi-totalité de l'électricité mondiale par de la biomasse. Donc évidemment, la biomasse, ça pompe du carbone dans l'atmosphère. Et au lieu de le relibérer en le brûlant, on le captait. Et comme c'est sur des sites industriels, on peut capter. Et puis ensuite, on allait liquéfier ou solidifier et on stockait. Et en fait, si on avait fait ça, alors sur le plan carbone, oui, ça aurait été efficace. En revanche, ça aurait été une catastrophe totale pour la vie. C'est-à-dire que pour mettre en place déjà ça, il aurait fallu faire convertir toute la production d'énergie mondiale, en tout cas au moins des 2/3, à la biomasse. C'était pas gagné d'avance, mais ça aurait été une catastrophe pour le vivant. Mais à chaque fois qu'on a une pensée unique, une solution unique, elle est forcément mauvaise. Oui, mais alors il y en a qui n'ont toujours pas compris. Ah oui, parce que justement, être attaché à ça, c'est déjà une pensée unique. Donc on est foutu, si vous voulez. C'est-à-dire comme ils sont dans la pensée unique, ils vont critiquer la pensée unique avec la pensée unique. Donc on ne va pas y arriver. Mais bon, et effectivement, on aurait eu des champs avec du miscanthus, on aurait eu plein de forêts. Alors comme on fait d'ailleurs. Il y en a. Non, en France, c'est même tout ce qui était public pour le carbone nous a fait aller vers une exploitation où on n'exploite pas de la forêt. Une forêt, c'est un minimum de 50 000 hectares, c'est une grande diversité d'essences, ce sont des arbres évidemment d'âge très différents, c'est des prairies, c'est des chablis, c'est comme la membrane d'une cellule, c'est-à-dire une lisière avec des essences qui ne sont pas les mêmes, c'est une pédofaune, c'est une faune terrestre, c'est une faune aérienne, c'est un cours d'eau, c'est des corridors avec d'autres, ça c'est une forêt. Une collection d'arbres de même âge et de même essence qui crament très facilement et qui cramera de plus en plus est destinée à des coupes claires tous les X décennies, c'est pas une forêt, c'est une catastrophe. Donc, et pourtant, ça peut paraître bon pour le carbone. Donc ça, vraiment, l'idée importante, c'est ne jamais oublier l'aspect systémique. Et effectivement, bien sûr qu'il faut réduire nos émissions de carbone et les réduire le plus vite possible, mais ce n'est pas une raison pour détruire le reste. Et là, le référentiel qui est celui des limites planétaires est vraiment intéressant parce qu'il nous montre la dépendance réciproque, l'interdépendance entre les différentes limites et le fait que n'a de sens en termes d'environnement qu'une action qui va essayer de viser l'ensemble des choses et en tout cas être attentif aux effets négatifs et éventuels. Et puis rappelons-nous, la fin sur Terre, c'est la vie. Le climat, c'est l'écrin. Il est décisif pour la vie, mais c'est l'écrin, c'est pas la fin, c'est en quelque sorte le moyen. Et puis, on l'a compris, c'était en filigrane, les techniques sont effectivement très importantes, mais on ne va pas y arriver qu'avec des techniques. On voit, même si elles sont très importantes, hein, attention, je ne suis pas en train d'en minorer l'importance, mais c'est quand même pas très très difficile de comprendre que sur une planète finie, si on augmente sans cesse les biens que l'on consomme, si l'on sollicite de plus en plus de services avec des infrastructures à l'arrière-plan qui sont gourmandes en ressources, en surface, en énergie, si on artificialise des surfaces de plus en plus grandes, si on transforme les forêts en sylviculture telle que je viens de la décrire, on pète tout.
On peut tout. Et là, vous avez parfois même la communauté internationale a de très bonnes idées. Moi, je vous renvoie à la COP 15 biodiversité, donc Kunming-Montréal, c'est mars 2023. On s'entend à l'issue, enfin le résultat de cette conférence est l'idée de placer 30% des surfaces végétalisables sur Terre en protection, dont 10% en protection forte. Ce qui veut dire qu'au-delà de l'idée de Francis Allais de recréer les conditions d'une forêt primaire au cœur de l'Europe, eh bien, en fait, on devrait favoriser des forêts en libre évolution, en tout cas pas mal d'endroits sur le territoire, et on sait que la façon la plus fiable de pouvoir, sur le temps long, vivre sur cette terre, c'est précisément, si vous voulez, de refaire partir la nature, ce qu'on appelait autrefois la renaturation ou le réensauvagement. Et on s'aperçoit aujourd'hui, ben évidemment, un arbre, c'est quand même beaucoup mieux qu'un climatiseur. En évapotranspirant, si vous n'avez pas un temps sous un arbre, vous n'avez pas du tout l'effet que vous avez sous un parasol. Sous un parasol, vous avez effectivement de l'ombre, mais la chaleur est rigoureusement la même, alors que vous avez une fraîcheur sous un arbre. De façon générale, il faut faire repartir le vivant, il faut lui redonner sa surface d'expansion. Et franchement, je tenais, pour finir, parce que vous êtes tous fatigués et il va faire très chaud dehors, au moins terminer sur cette chose essentielle. Bien sûr, le climat, c'est fondamental. On va s'en rendre compte tout de suite en quittant ce lieu climatisé. Mais replacez-le dans l'ensemble des enjeux propres aux limites planétaires. Aux limites planétaires. Et il y a un ouvrage sur ce sujet-là, Très bon ouvrage. que vous avez donc écrit. Merci beaucoup d'avoir été notre grand témoin aujourd'hui avec votre regard de philosophe. Et plus de philosophie, ça nous ferait du bien quand même, hein, pour les plus jeunes. C'est pas moi qui vous dirai le contraire. Ok, très bien. Bon, merci en tout cas à vous pour votre attention. Pour ceux qui nous rejoignent ce soir à la soirée de gala, ça ne vous a pas échappé, nous ne sommes pas dans le Palais des Ducs qui est en pleine, qui s'est bouillante, il faut le dire clairement, la cour est absolument intenable. Donc nous nous retrouvons dans un endroit climatisé ce soir, au stade de foot, c'est direct avec le tram. Voilà, mais je crois qu'il y a plein d'autres choses d'ici là, mais comme je ne vous revois pas avant ce soir, je préférais le préciser pour ceux qui n'ont pas vu le mail. N'allez pas au Palais des Ducs. Voilà, c'est juste ça. Excellente fin d'après-midi à tous et soirée également. Et donc à demain, on se retrouve pour la plénière de clôture à l'Opéra.